ici de présenter les objectifs du cours numéro 2, qui est relatif au chapitre 3. Ce chapitre 3 va permettre d'introduire la quantification et le codage d'un signal analogique, opérations qui permettent, après son échantillonnage tel qu'on l'a étudié au chapitre 2, le passage à un signal totalement discret. C'est la conversion analogique numérique. On a cherché dans ce chapitre 3 à présenter de façon simple le principe de la quantification et du codage des échantillons du signal analogique que l'on veut numériser, les notions d'erreur ou bruit de quantification et de caractéristiques de quantification avec le modèle linéaire et le modèle logarithmique. Et enfin, les organes essentiels de la chaîne de traitement numérique que sont l'échantillonneur bloqueur et les convertisseurs analogiques numériques, CAN, et numérique analogique, CNA. La numérisation d'un signal analogique S de T comprend successivement l'échantillonnage, et on l'a étudié au chapitre 2, puis la quantification et le codage, qui font désormais l'objet du chapitre 3. Et commençons, paragraphe 3.1, par le principe de la quantification et du codage. Un signal échantillonné SE, ou signal à temps discret, est une suite de valeurs Sn prises par le signal S de T aux instants nte multiples de la période d'échantillonnage et prélevées dans une plage continue qui va de S indice petit m à S indice grand M, et que l'on représente ici sur une échelle d'amplitude verticale où l'on voit apparaître la valeur minimum et la valeur maximum et la valeur de l'échantillon quelque part entre le minimum et le maximum. On appelle pleine échelle ou dynamique retenue la largeur du segment qui va du minimum au maximum de l'amplitude. Cette pleine échelle, elle est divisée en plages, appelées plages de quantification, de largeur petit q. Si q égale constante, c'est-à-dire si q est indépendant du numéro de l'échantillon, on a une quantification uniforme. Pour définir désormais le signal quantifié, faisons apparaître en plus de l'échelle verticale ici des valeurs du signal S, une échelle parallèle ici du signal quantifié. Et la quantification, c'est le fait d'approximer les valeurs des échantillons, les valeurs Sn, par un multiple entier du pas de quantification. C'est-à-dire qu'au lieu de mesurer Sn d'une manière ultra précise, on va se contenter d'indiquer dans quel segment de quantification, dans quelle plage de quantification tombe la valeur Sn. Ici, elle est dans la 1, 2, 3e plage de quantification parmi 4. C'est-à-dire que K égale 3. On a fait une double discrétisation. D'une part en temps, ça c'est l'échantillonnage, c'est-à-dire qu'on a prélevé Sn à l'instant nte. D'autre part en amplitude, parce qu'on a remplacé l'amplitude exacte Sn par une valeur approchée ici, qui peut correspondre au milieu du segment, mais qui code en fait simplement, qui remplace simplement la valeur exacte par la connaissance du segment, une plage de quantification dans laquelle elle tombe. Dernière opération, il reste à donner un code binaire à chacune des plages de quantification. Pour ça, par exemple, dans le cas représenté ici, on a à coder une plage parmi 4, donc il faut 2 éléments binaires.
On dira par exemple qu'on affecte le code binaire 0, 0 à la plage, à la petite plage, celle qui peut être considérée comme partant de 0, là. 0,1 à la suivante, plutôt 11 à la suivante parce qu'on passera d'une plage à la plage adjacente en ne changeant qu'un seul élément binaire à la fois. C'est ce qu'on appelle un code degré. Bon, mais ça c'est un détail. Et enfin, il reste 10 pour la dernière plage. D'une manière générale, si on a grand M plage de quantification, il faut grand N éléments binaires pour les numéroter, et on a grand M égale 2 puissance n. Par exemple, pour n égale 2, ça fait 4 plages. Paragraphe 3.2, caractéristiques de quantification. C'est la correspondance, représentée par une courbe, entre le nombre infini de valeurs possibles du signal échantillonné et le nombre fini de valeurs assignées au signal SQ à la sortie du quantificateur, où l'on a m niveaux possibles, avec m égale 2 puissance n, si n est le nombre de bits de codage. Précisons cette notion dans le cas de la quantification uniforme, avec deux cas possibles, la loi de quantification par défaut ou la loi de quantification par arrondi. Par défaut d'abord, c'est le cas où, à toute plage de valeurs qui débute à k fois q, on associe la valeur du bas de plage, c'est-à-dire k, q. C'est-à-dire tant que Sn reste compris entre k fois q et k plus 1 fois q, on mesure, en sortie du quantificateur, kq. On affecte la valeur k fois q. La caractéristique de quantification va être une courbe en marge d'escalier de hauteur q, représentée ici dans le cas simple, mais qui n'existe en fait pas, parce que 3 bits, dans le cas avec 3 bits, en réalité il y en a au moins 8, et dans le cas très répandu où S min égale moins S max. On a ainsi du côté négatif 3 bits, donc 8 plages, donc la moitié, 4 plages du côté négatif et 4 plages du côté positif. Regardons la forme de la courbe lorsque S de t est positif. Si S de t est petit, première plage compris entre 0 et q. On code le bas de la plage, donc 0. Donc première marge d'escalier correspondant à une ordonnée égale à 0. Si S de t est compris entre q et 2q, on code au bas de la plage, donc on code q. Première marche à q. Si c'est compris S de t entre 2q et 3q, on code 2q. Et si c'est compris entre 3q et 4q, on code 3q. Si c'est au-delà de 3q, on écrète à 3q. Donnons l'expression du pas de quantification en fonction de la pleine échelle. La pleine échelle comporte 8 plages égales. Égales puisque la loi est uniforme. 8 parce qu'il y a 3 bits, et d'une manière générale, elle en comporte 2 puissance n. Donc Q égale la pleine échelle divisée en 2 puissance n plages de quantification. Soit Q égale S max moins S min divisé par 2 puissance n, où n est le nombre d'éléments binaires de codage. Voilà pour la quantification par défaut. Voyons l'équivalent pour la quantification par arrondi. Ce cas qui est plus utilisé correspond au cas où, à toute plage centrée, cette fois, sur k fois q, on associe la valeur milieu kq. C'est-à-dire concrètement, lorsque Sn est compris entre k moins 1,5 de q et k plus 1,5 de q, on associe la mesure Sn égale k fois q. Voyons l'allure à ce moment-là de la courbe, qui est toujours une courbe en marge d'escalier. Et commençons par le segment autour de 0. Alors,
comme il faut être autour, on va partir du côté négatif et prendre un peu d'élan. Lorsque S de t est compris entre moins Q sur 2 et plus Q sur 2, ici, on code au milieu, c'est-à-dire on code 0. Segment suivant, lorsque S de t est compris entre Q sur 2 et 3Q sur 2, 1,5 fois Q sur 2, on code au milieu, c'est-à-dire qu'on code Q. Lorsque c'est compris entre 1,5 et 2,5 fois Q, on code 2Q. Et lorsque c'est compris entre 2,5 fois Q, ici, et 3,5 fois Q, on code au milieu 3Q. Et pareil du côté négatif. On a donc toujours une courbe en marche d'escalier. La différence par rapport au cas précédent, c'est que la marche qui se trouve autour de 0, ici, a pour largeur Q, alors qu'ici, elle avait pour largeur 2Q. Q du côté positif et Q du côté négatif. Et également, les deux segments extrêmes ici, qui sont en fait des segments de largeur Q sur 2, alors qu'ici, ils avaient tous pour largeur Q. Comment s'établit, dans ce cas, l'équation qui donne Q en fonction de la pleine échelle? La pleine échelle, elle va de S min à S max. Elle est divisée en combien de segments? 1, 2, 3 de largeur Q du côté négatif, 3 de largeur Q du côté positif, ça fait 6. 1 demi Q du côté négatif et 1 demi Q du côté positif. Ça en fait en tout une largeur Q qui s'ajoute aux 6 largeur Q, donc ça fait 7. D'une manière générale, 7 par rapport à 8, c'est 1 de moins, et d'une manière générale, c'est 2 puissance n moins 1. Donc Q égale la pleine échelle divisée par 2 puissance n moins 1 égale S max moins S min divisé par 2 puissance n moins 1. Abordons maintenant l'erreur ou bruit de quantification, paragraphe 3.3. Appuyons-nous pour ça sur une caractéristique de quantification par arrondi. Je rappelle qu'il s'agit de la courbe qui donne le signal quantifié en sortie donc du quantificateur en fonction du signal S de t à l'entrée du quantificateur. Donc en abscisse, l'amplitude du signal analogique et en ordonnée, le niveau quantifié du signal de sortie. Les niveaux quantifiés sont des multiples du pas de quantification. Et ici, on a supposé un codage avec 3 bits. Il y a donc 7 places de quantification, 3 du côté négatif, 3 du côté positif, un demi de plus ici et un demi de plus là, ça fait 7. Ça correspond bien à un codage sur 3 bits. Les codages réels sont plutôt sur 8, voire beaucoup plus que 8 bits. Mais pour simplifier, on prend des cas simples pour faire les figures. L'erreur ou bruit de quantification, epsilon q de t, c'est le signal qui est la différence entre le signal analogique initial, S de t, dont l'amplitude prend ses valeurs dans un continuum, et puis le signal quantifié SQ de t, dont les valeurs correspondent à un multiple du pas de quantification Q, donc c'est un signal en marche d'escalier. La largeur des marches ici, sur l'axe des temps, étant égale à taux, période de répétition des échantillons, c'est-à-dire période d'échantillonnage. Le signal epsilon q de t, différence entre S de t et SQ de t, est représenté ici en bas. Explicitons ces caractéristiques en commençant par sa valeur maximum. Eh bien, S, amplitude de S de t, est compris entre moins Sm, S minimum, et plus S max. Et s'il n'y a pas de saturation, tant qu'on est entre ces deux extrémités, là, il est clair que le signal epsilon q de t vaut au maximum q sur 2.
puisque comme on code par arrondi, on place l'amplitude quantifiée au milieu de la place de quantification. Comme la largeur de la place de quantification est Q, on place l'amplitude quantifiée au milieu, donc on commet au maximum une erreur égale à Q sur 2, dans le sens positif ou négatif. Deuxième caractéristique du signal epsilon Q de t, la valeur moyenne. Eh bien, la valeur moyenne est nulle, puisque en moyenne, l'erreur est avec la même probabilité positive ou négative, et au maximum, en valeur absolue, égale à Q sur 2. Ceci parce qu'on a choisi une quantification par arrondi. Donc on a une valeur moyenne nulle, c'est-à-dire qu'on n'a pas de biais. Si on avait pris une quantification par défaut, c'est-à-dire par troncature, à ce moment-là, on remplacerait le signal S de t par un signal quantifié dont la valeur est placée au bas de la place de quantification. Donc l'erreur serait comprise entre 0 et Q. Sa valeur moyenne serait égale à Q sur 2. Il y aurait donc un biais. On voit le caractère optimisé de la quantification par arrondi. Alors plutôt que de calculer dans l'absolu une erreur de quantification, on préfère rapporter cette erreur à la valeur du signal, c'est-à-dire la prendre en relatif, et de plus la calculer en puissance plutôt qu'en amplitude. C'est pour ça qu'on va exprimer l'erreur, en fait, par le rapport signal sur erreur, c'est-à-dire signal sur bruit de quantification. Ce qu'on appelle le RSBQ, rapport signal sur bruit de quantification, en mettant au numérateur la puissance moyenne du signal, S égale PM de S de t, et en mettant au dénominateur BQ, qui est la moyenne de epsilon Q carré de t. La moyenne du carré de l'erreur, qui est aussi égale à sa variance, puisque la moyenne est égale à 0. Le signal est centré. Calculons BQ dans l'hypothèse où on a un nombre de niveaux élevé. Alors ce n'est pas le cas pour 3 bits de codage, puisque dans ce cas-là, il n'y a que 7 ou 8 niveaux, 7 exactement. Mais comme en réalité, il y a au moins 8 bits de codage, voire plus, très souvent, le nombre de niveaux est en fait élevé. Alors si le nombre de niveaux est élevé, ça veut dire que Q, le pas de quantification Q, ici ou là, est très inférieur à S max. Et dans ce cas-là, on peut supposer sur la durée tau que le bout de signal d'erreur ici est quasi-linéaire. Quasi-linéaire entre moins Q sur 2 et plus Q sur 2. On peut donc calculer la valeur quadratique moyenne du bruit par l'intégrale 1 sur tau, c'est-à-dire 1 divisé par la durée, et on intègre sur une durée tau, 1 sur la durée, 1 sur tau, somme de moins tau sur 2 à plus tau sur 2, de l'équation du signal linéarisé, ici, entre moins tau sur 2 et plus tau sur 2, c'est-à-dire une droite, donc t, dont la pente est égale à delta y sur delta x qui est t, delta y ça fait q, et delta x ici, puisqu'on intègre sur une durée tau, ça fait tau. Donc la pente est égale à q sur tau. Donc q sur tau multiplié par t, le tout au carré qu'on intègre de moins tau sur 2 à plus tau sur 2, sur le temps. Donc ça fait une certaine constante, la Q2 sur tau 2, tau 3 même avec le taux qui est ici. Et puis la primitive de t, c'est de T2, pardon, c'est T3 sur 3, à prendre entre moins tau sur 2 et plus tau sur 2. Donc les taux disparaissent puisque tau 3 s'en vont, et il reste finalement une constante qui vaut un douzième là-devant, multipliée par Q2. BQ égale Q2 sur 12. Voilà un résultat important dont on aura besoin au paragraphe suivant. Paragraphe suivant qui est relatif 3.4 à la dynamique de codage. Et d'abord, définissons la notion de puissance crête d'un codeur. Puissance crête d'un codeur, c'est la puissance PC d'un signal sinusoïdal ayant l'amplitude max AM admissible sans écrêtage.
Faisons un petit dessin. On prend donc à l'entrée un signal sinusoïdal, c'est souvent qu'on prend comme signal de test une sinusoïde, qu'on applique à l'entrée du codeur, et on donne à cette sinusoïde l'amplitude la plus grande possible AM qui n'écrète pas. Donc telle que lorsque le signal atteint ce point où je pointe la souris, là, sa valeur maximum, eh bien, on soit au bout de la plage de quantification. Donc la pleine échelle ici, elle est de moins AM à plus AM. Donc elle fait 2 AM et elle est divisée en un certain nombre de segments de quantification de largeur Q. Ce nombre dépendant du nombre de bits. Alors ici on en a mis 7 parce qu'on suppose toujours notre dessin pour un codage avec 3 bits. La dynamique de codage, c'est le rapport PC sur BQ, PC puissance crête du signal sinusoïdal, sur puissance du bruit de quantification, BQ. BQ, on l'a calculé tout à l'heure, ça fait Q2 sur 12. Calculons PC, ça permettra d'avoir le rapport PC sur BQ. Appelons N le nombre d'éléments binaires de codage. Dans ce cas-là, la pleine échelle, ici, est égale à 2 puissance n-1 Q. Je rappelle pour ça le résultat qu'on avait vu au paragraphe 3.2 tout à l'heure. Donc je mets l'ensemble du paragraphe 3.2 ici, et le résultat, c'était pour un codage par arrondi, ici en dessous de la figure, on avait trouvé que Q, le pas de quantification, c'était la pleine échelle divisée par 2 puissance n-1. On avait 2 puissance n pour le codage par défaut. Alors, comme celui qu'on prend, c'est celui par arrondi parce qu'il est plus optimisé, on prendra PE, pleine échelle, égale Q fois 2 puissance n-1. Donc revenons à notre paragraphe ici et remplaçons la pleine échelle par 2 puissance n-1 fois Q. Et AM, ici on voit bien que la pleine échelle c'est 2 AM. Autrement dit, AM c'est la pleine échelle sur 2. Donc 2 puissance n-1 Q divisé par 2. Comme n est suffisamment grand, au moins 8, 2 puissance n est beaucoup plus grand que 1, donc 1 est négligeable ici, et ça fait environ 2 puissance n fois Q, le tout sur 2. À partir de là, on peut calculer PC, puisqu'on a AM. Je rappelle que la puissance crête d'un signal sinusoïdal dont la valeur maximum crête est AM est égale, cette puissance crête, à 1 demi de AM carré. C'est le carré de la valeur efficace ou la moitié de la valeur maximum. Donc ça fait, en remplaçant ici AM par 2 puissance n Q sur 2, je prends le carré, ça fait 2 puissance 2n Q2 sur 4 et 1,5, ça fait donc sur 8. Voilà pour PC. Quant à BQ, on a vu tout à l'heure qu'il était égal à Q2 sur 12. J'obtiens donc PC sur BQ égale, alors BQ est en dénominateur, donc le 12 qui est ici passe en numérateur, 12, le 8 qui est ici passe en dénominateur, 12 huitièmes. 12 huitièmes de quoi? Eh bien de 2 puissance 2n Q2 divisé par Q2. Ça se simplifie par Q2 et ça fait 12 huitièmes de 2 puissance 2n. 12 huitièmes, c'est pareil que 3,5 de 2 puissance 2n. Alors en général, on prend les rapports signal sur bruit en dB, donc PC sur BQ en dB. Alors les dB, c'est 20 fois le log à base 10 quand c'est des tensions. Quand c'est un rapport de puissance, c'est 10 fois le log à base 10. Donc 10 ici, log à base 10 de PC sur BQ. Donc 10 log à base 10 de 3,5, donc de 1,5, plus 2n multiplié par 10 log à base 10 de 2. Donc ça fait plus 20n, et le log à base 10 de 2, c'est 0,3. Donc 20n multiplié par 0,3. Soit un rapport signal sur bruit de quantification, RSBQ, en dB, qui est égal à 0,3 fois 20, ça fait 6, 6n, plus 20 log de 1,5, c'est-à-dire 1,77. On arrive à un résultat important, c'est pour ça qu'il est encadré et puis dessiné ici avec un fond bleu dans le rectangle. Ce résultat nous fait apparaître deux choses. Premièrement, à chaque fois que j'augmente d'un le nombre de bits
de quantification, de codage. Ici, on voit que le RSBQ, le rapport signal sur bruit, s'améliore de 6 x 1, 6 dB. Donc, tout nouveau bit de codage permet d'augmenter, d'améliorer le rapport signal sur bruit de quantification de 6 dB. Premier résultat. Deuxième résultat, ici, par rapport à la résolution. La résolution, c'est la finesse du codage. C'est donc la largeur des plages de codage. Plus elles sont fines, ici, plus c'est précis. Plus Q est petit, plus c'est précis. Et GQ égale 2 puissance n moins 1. Enfin, qui est proportionnel ici, j'ai un nombre de plages qui varie en 2 puissance n moins 1 avec le nombre de bits. Donc à chaque fois, alors le 1 est négligeable devant 2 puissance n, on l'a vu tout à l'heure, donc à chaque fois que j'augmente n d'une unité, je double le nombre de plages. Donc tout nouveau bit de codage, d'une part, double la résolution, c'est-à-dire le nombre de plages de quantification, d'autre part, augmente le RSBQ, le rapport signal sur bruit de quantification, de 6 dB. Voilà un résultat double très important. Alors, dernier point, paragraphe 3.5, dans cette deuxième section, enfin première section, c'est l'exemple de la téléphonie numérique avec codage uniforme. C'est-à-dire qu'en téléphonie, si on prenait un codage uniforme, on verra qu'en fait on ne le prend pas uniforme, mais si on prenait un codage uniforme, alors évidemment on le prendrait par arrondi pour l'optimiser. Si j'appelle n le nombre d'éléments binaires de codage, le nombre de bits du codeur, et si j'appelle PC la puissance crête du codeur, donc là ce qu'on appelle la dynamique du codeur, rappelons les deux expressions importantes qu'on vient d'utiliser, c'est d'une part le nombre de plages de quantification, grand M, eh bien, j'ai grand M égale la pleine échelle divisée par Q égale 2 puissance n moins 1. On vient de le voir tout à l'heure, où n est le nombre d'éléments binaires utilisés pour le codage. Deuxième résultat important, c'est que le RSBQ est égal à 6n plus 1,77 en dB. On peut en déduire le nombre minimum de bits qu'il faut mettre au codeur, donc de bits de codeur, si on veut avoir un RSBQ de bonne qualité. Alors c'est quoi un RSBQ de bonne qualité? C'est au moins 40 dB. Et une bonne qualité, c'est même 50 voire 60 dB. Et pour avoir au moins 40 dB, c'est déjà pas mal 40 dB, parce que 40 dB, ça fait 10 puissance 4. Donc ça fait une puissance de signal qui est 10 000 fois plus élevée que la puissance d'erreur de quantification, la puissance du bruit de quantification. Dans ce cas-là, il faut donc avoir la condition 6n plus 1,77, RSBQ, là, qui est supérieure ou égale à 40, puisque c'est une formule, ceci en dB, et qu'on veut au moins 40 dB. Ce qui fait n supérieur ou égal, il suffit de faire passer le 1,77 dans l'autre membre, à 40 moins 1,77 et de diviser par 6. Soit n supérieur à 6,37, comme n est un entier, il faut prendre au moins 7. Donc il faut coder avec au moins 7 éléments binaires. Eh bien, les codeurs analogiques numériques en pratique ont couramment un nombre de bits compris entre 8 et 16, suivant le type d'application. Voyons ce qu'on prend en téléphonie. Eh bien, en téléphonie, on a normalisé les canaux téléphoniques numériques, on les a normalisés en prenant comme bande téléphonique une bande comprise entre 300 Hz et 3400 Hz, ce qui conduit, d'après le théorème de Shannon, à prendre une fréquence d'échantillonnage au moins égale à 6800, 2 fois la fréquence max. Et la valeur qui a été normalisée, je crois qu'on l'a déjà dit, c'est 8 kHz, 8000 Hz. Quant au codage, il a été normalisé à 8 éléments binaires. Vous voyez qu'il faut au moins 7 pour avoir au moins 40 dB. Avec 8 éléments binaires, on aura mieux que 40 dB. Quel est le débit binaire correspondant à une communication téléphonique codée avec 8 éléments binaires et une fréquence d'échantillonnage de 8 kHz? Faisons le calcul. Puis après, on fera le calcul lorsqu'on ne met pas une communication téléphonique, mais qu'on en superpose 96. Alors d'abord, pour un canal téléphonique. Pour un canal téléphonique, le débit binaire
est égal au nombre d'échantillons par seconde multiplié par le nombre de bits par échantillon. Grand N multiplié par FE. Grand N vaut 8 et FE vaut 8000 échantillons par seconde. Ça fait 8 multiplié par 8000 égale 64 000 éléments binaires par seconde, soit 64 kilobits par seconde, pour un canal téléphonique. Si on en met 96, cadeau, ça nous fera un débit de petit n, en appelant n le nombre de canaux, multiplié par ce qu'on vient de trouver, D1, 64 kilobits par canal. Donc 96 canaux multiplié par 60 kilobits par canal, ça fait 6144 kilobits, soit un peu moins, en arrondissant au-dessus, 6,2 mégabits par seconde, pour un peu moins de 100 canaux téléphoniques. Ceci termine les définitions de base sur la conversion ou codage analogique numérique. À présent 5 à 10 minutes de pause pour les commentaires et les questions, avant d'aborder la deuxième section de ce cours, qui sera relative au codage à pas de quantification non uniforme, les plus répandus, qui sont tous du type logarithmique.